Bonjour, nous vous avons parlé de remboursement du médicament et en premier lieu du dossier médico-technique par son plan et son contenu. Ce plan et ce contenu sont clairs, sont assez simples à comprendre et représentent la règle. Mais la règle, si elle est la loi, n'est que la loi. Et pour qu'elle soit bien comprise, il faut aussi comprendre l'esprit de la loi. C'est ce que va faire le professeur Gilles Bouvenot, membre de l'Académie nationale de médecine et surtout qui a été pendant 11 ans président de la commission de la transparence. Il va, dans l'exposé qui va suivre, vous expliquer la doctrine qu'il a développée à l'attention de la commission et de la Haute Autorité de Santé. Je remercie infiniment M. Yves Tillet de m'avoir fait la confiance de me donner la parole à l'occasion de ce séminaire de formation au remboursement du médicament en France. Tout le monde connaît le système français, système de solidarité nationale, mais ce que l'on doit comprendre, c'est que l'AMM ne suffit pas pour qu'un médicament fasse carrière. L'AMM ne préjuge pas la décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de proposer ou non le remboursement du médicament par la solidarité nationale et de fixer son prix à la suite de négociations. Et donc, avoir l'AMM est bien, mais pour être remboursé, il faut une décision ministérielle qui aboutissent à l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables. Il existe en France une liste des médicaments remboursables en ville, c'est ce qu'on appelle la liste sécurité sociale, et une liste des médicaments agréés aux collectivités. Pour être inscrit sur cette liste par les ministres, il faut au préalable avoir obtenu l'avis d'une commission indépendante de la Haute Autorité de Santé qui s'appelle la Commission de la Transparence. Cette commission est constituée d'environ 25 membres. Ce sont des médecins, des pharmaciens, des méthodologistes d'essais thérapeutiques, des épidémiologistes, en tout cas des professionnels de santé, qui sont parfaitement proches quotidiennement, quand ils ne siègent pas à la commission, des problèmes posés par les patients. Il existe même un représentant des associations de patients au sein de cette commission. Qu'est-ce qu'on demande à cette commission? Autrement dit, quelles sont ses missions? Les deux principales, on parlera une autre fois du bon usage, mais parlons des deux principales qui nous concernent aujourd'hui. On lui demande: est-il souhaitable de proposer la prise en charge du médicament par la solidarité nationale? Et la deuxième question, si oui, si vous êtes favorable à cette prise en charge, c'est-à-dire à ce remboursement par l'assurance maladie obligatoire, alors considérez-vous que ce nouveau médicament constitue ou non un progrès thérapeutique par rapport à ce qui existe déjà? Et on voit bien qu'on va avoir besoin, jusqu'à présent, on a eu besoin, mais on a toujours besoin de deux critères. Le premier critère, c'est est-ce qu'il est souhaitable de rembourser le médicament? C'est le service médical rendu. On continue à l'appeler service médical rendu ou SMR, mais en réalité, on devrait plutôt l'appeler service médical attendu. Parce qu'au moment de l'évaluation par la commission de la transparence, le médicament n'a pas encore été prescrit et on ne connaît pas encore le service qu'il est susceptible de rendre en vie réelle et non pas seulement dans les essais cliniques.
Donc, service médical rendu. Alors, ce service médical rendu, eh bien, il va non seulement permettre à la Commission de dire oui, le service médical rendu est suffisant pour que le produit soit remboursé, mais en plus, la Commission va lui donner une cote. Elle va dire, il est important, il est modéré, il est faible ou il est insuffisant. Le terme de majeur, qui existait à l'origine, a été confondu avec important. Lorsque le service médical rendu est considéré comme important, la Commission va proposer un taux de remboursement de 65%. Quand il est modéré, elle va proposer un taux de 30%, c'est la règle, et quand il est faible, c'est 15%. Ces pourcentages ont été définis par les politiques. Et puis, lorsque la Commission considère que le produit ne vaut pas la peine d'être remboursé par la solidarité nationale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas d'intérêt. Ça veut dire simplement qu'il n'a pas un intérêt suffisant pour être remboursé. On dit que le service médical rendu est insuffisant et la Commission propose le non-remboursement. Voilà le premier critère que la Commission va utiliser pour répondre à la première question, oui ou non, êtes-vous favorable au remboursement du médicament et si oui, à quel taux? Le deuxième critère, alors ce premier critère en anglais c'est actual benefit. Le deuxième critère qui est l'amélioration du service médical rendu, improvement of the actual benefit, l'ASMR va quantifier, quand il y a lieu, le progrès que le nouveau médicament que l'on examine représente par rapport à ce qui est déjà disponible. Et là encore, la Commission va proposer un niveau d'ASMR. Alors 1, c'est merveilleux, c'est la révolution thérapeutique. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu des années sans ASMR de niveau 1, par exemple. Et puis il y a le niveau 2, qui est l'amélioration importante, le niveau 3, qui est l'amélioration modérée, le niveau 4, qui est l'amélioration minime, et enfin le niveau 5, qui est pas d'amélioration du service médical rendu. Le journal officiel parle de ASMR inexistante, mais peu importe, on dit qu'il n'y a pas d'ASMR et on appelle ça l'ASMR de niveau 5. À quoi ça sert? Eh bien, les pouvoirs publics compétents dans le domaine, et c'est le Comité économique des produits de santé essentiellement, en fonction du niveau d'ASMR, vont négocier le prix avec l'industrie pharmaceutique exploitante. Et là, on va distinguer 3 cas. Ou bien la Commission attribue un ASMR 1, ou 2, ou 3. Ce qui est bien. Ce qui est bien, comme l'a dit M. Tillet ce matin. Et à ce moment-là, l'industrie pharmaceutique qui exploite le produit peut réclamer ce qu'on appelle improprement un dépôt de prix européen. C'est-à-dire que 1, 2 et 3, ça veut dire je voudrais obtenir un prix qui soit dans un éventail de prix, lequel éventail sera déterminé par le prix au Royaume-Uni, le prix en Allemagne fédérale, le prix en Espagne et le prix en Italie. 2 pays de l'Europe du Nord, 2 pays de l'Europe du Sud. À ce moment-là, la marge de manœuvre des pouvoirs publics français pour la fixation du prix est un peu limitée par cette obligation d'attribuer un prix européen. Encore que, il est toujours possible, et ça se fait régulièrement, que le comité économique se situe dans la partie inférieure de l'éventail. Quand l'ASMR est de niveau 4, c'est-à-dire minime, là, c'est une négociation directe entre l'industriel et le comité économique des produits de santé. Quoi qu'il en soit, 1, 2, 3, 4, l'industriel peut espérer un prix supérieur ou légèrement supérieur aux produits de comparaison contre lesquels le nouveau médicament s'est manifesté comme meilleur. En revanche, si l'ASMR est de niveau 5, autrement dit, s'il n'y a pas d'ASMR, pas d'amélioration, pas de progrès,
À ce moment-là, le Code de la sécurité sociale est formel. Le médicament doit induire des économies pour l'assurance maladie obligatoire. Autrement dit, il doit être moins cher. Vous voyez donc que cette commission de la transparence, elle a deux missions très importantes. Est-ce qu'on rembourse et éventuellement à quel prix? Depuis quelques années, une discussion a lieu, des débats, pas des polémiques, mais des débats, pour savoir s'il y a lieu de conserver encore longtemps ces deux critères et en tout cas le service médical rendu. Il a été proposé de fusionner d'une certaine manière le SMR et la SMR pour ne retenir plus qu'un seul critère. Des publications ont été produites, des rapports ont été écrits et rendus au ministre. Aucune décision de modification formelle n'a jamais été prise jusqu'à présent. C'est pourquoi je me permets de continuer à vous parler du SMR en ne sachant pas exactement quelle sera ou quelle est son espérance de vie, en tout cas quelle sera sa durée de vie. Mais retenez quand même que pour le payeur, qui est l'assurance maladie, le SMR n'est pas un critère nul, n'est pas un critère sans intérêt. Parce que tant qu'en France, on ne remboursera pas tous les médicaments remboursables au même taux, il faudra bien discriminer entre ceux qui méritent un remboursement à 65% et ceux qui méritent, par exemple, un remboursement à 15%. Quels sont les interlocuteurs de la Commission de la transparence? Il faut comprendre que les choses ne sont pas simples. Je vais essayer de vous les décortiquer. L'interlocuteur de la Commission de la transparence, c'est le Comité économique des produits de santé qui représente en quelque sorte les ministres. Et la Commission adresse ses avis, elle rend des avis au CEPS. Notez que ces avis ne sont que consultatifs et que les ministres ont pour obligation d'en prendre connaissance, mais pas forcément de les suivre. Ceci est important dans le cadre des recours faits par l'industrie pharmaceutique en Conseil d'État. On en parlera une autre fois. Donc l'interlocuteur, c'est le CEPS. Mais il faut savoir que la fixation du taux de remboursement est de la compétence du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et travailleurs salariés. Et d'autre part, vous devez comprendre aussi qu'un médicament n'est inscrit sur la liste des médicaments remboursables par les ministres que s'il y a eu accord sur le prix. Et donc tout cela se passe à peu près en même temps. Ça veut dire que si le CEPS et l'industriel sont tombés d'accord sur un prix, et si le directeur général de la Caisse d'assurance maladie et travailleurs salariés est d'accord avec la Commission pour attribuer le remboursement, le taux de remboursement proposé par la Commission, alors les ministres, in fine, vont inscrire le médicament. Ou pas. Il faut bien voir que l'inscription, c'est quelque chose qui résulte. L'inscription au remboursement ne peut être prononcée qu'après que le prix aura été accepté. Alors j'en viens maintenant à l'explicitation de la doctrine de la Commission de la transparence, de la doctrine actuelle, en matière de SMR et d'ASMR. Alors, le SMR, quand on regarde les textes, et évidemment ces textes datent, et vous avez probablement l'explication des critiques qui sont faites à son propos, quand on regarde les critères constitutifs du service médical rendu, on voit qu'il y en a 5. Il y a l'efficacité du médicament et ses effets indésirables, autrement dit les performances du médicament, ça fait 1. Il y a sa place dans la stratégie thérapeutique. Il y a la gravité du symptôme ou de la maladie que le médicament est censé traiter. Il y a le caractère préventif, curatif ou purement symptomatique du médicament et son intérêt de santé publique. Je crois que le caractère préventif, curatif ou symptomatique n'est pratiquement plus ou n'est plus du tout considéré comme un élément majeur, en tout cas dont on tienne compte pour le SMR.
Par exemple, le préventif, c'est les vaccins. Tout le monde sait l'importance et l'efficacité des vaccins. Donc il n'y a pas lieu de considérer que le préventif serait moins bien que le curatif et que le symptomatique serait moins bien. Non, non. On n'en tient pas trop compte. On fait quand même une différence entre le médicament qui guérit et le médicament qui améliore un symptôme, qui n'améliore qu'un symptôme, bien entendu. Et donc, en fait, les deux grands déterminants du service médical rendu, je reviendrai plus tard sur l'intérêt de santé publique qui ne concerne pas tous les médicaments, vous l'imaginez, c'est le malade et sa maladie, et d'autre part, les preuves apportées pour manifester une certaine quantité d'effets. Alors, le malade et sa maladie, eh bien, jadis, enfin je dirais naguère, il y a une quinzaine d'années, c'était un critère majeur et on considérait qu'une maladie très grave facilitait le remboursement d'un médicament qui n'était pas d'une efficacité très grande. Mais parce que la maladie était grave, on acceptait le remboursement. C'était presque le critère essentiel, ça ne l'est plus. Mais on en tient encore le plus grand compte. La gravité de la maladie, on la connaît. Les médecins la connaissent. Les recommandations l'explicitent. La littérature la décrit dans son évolution spontanée. Et on connaît aussi les différentes tranches de population atteintes des différentes formes cliniques ou des différents stades évolutifs de cette maladie. Donc, on connaît la maladie, on connaît sa gravité, on sait pour quelle sous-population elle est particulièrement grave ou pas. Et donc, retenez quand même que quand la maladie est grave, le pronostic de l'avis de la Commission de la transparence en termes de remboursement sera plutôt favorable. Évidemment, ce qui va compter aussi, c'est est-ce qu'il y a des alternatives thérapeutiques ou pas, on y reviendra. Deuxième élément important, la fiabilité des preuves qui sont apportées par l'industriel pour manifester que son produit est efficace. Autrement dit, est-ce que la méthodologie des essais cliniques est correcte, rigoureuse? Donc, on va s'intéresser au niveau de preuve. Et ce niveau de preuve, il est l'objet d'exigences de plus en plus importantes depuis 20 ans. Mais c'est normal. Et en même temps, on tient compte énormément du caractère rare ou très rare d'une maladie. Ce que je veux dire par là, c'est que pour des maladies répandues, le niveau de preuve exigé sera très élevé. Pour des maladies rares, concernant des médicaments dits orphelins, la méthodologie exigée n'est pas aussi importante que dans le premier cas. Donc il y a des accommodements en matière de rigueur méthodologique lorsque il est possible d'être rigoureux ou lorsqu'il est très difficile de l'être, eu égard au nombre très restreint de patients qui correspondent à la population cible. Donc il y a des accommodements en matière méthodologique avec les médicaments orphelins. Ce sur quoi la Commission ne transige pas, en tout cas, qu'il s'agisse de médicaments orphelins ou pas, c'est, dans les essais dits de non-infériorité, le choix du seuil de la non-infériorité. Si par exemple un industriel dit « je considère que mon produit devra être considéré comme équivalent, comme non inférieur à son comparateur, avec une marge de 10% de différence dans le taux de survie à 5 ans, la commission de transparence est très souvent réticente devant ce choix d'un tel seuil. Parce que 10% en matière de survie à 5 ans, ça n'est pas rien. Et peut-on considérer que les deux produits
sont équivalents, sûrement pas. La quantité d'effets joue un rôle majeur. Autrement dit, il ne suffit pas, cela a été dit ce matin, qu'il y ait une différence statistiquement significative entre les deux produits dans un essai clinique. Il faut que cette différence corresponde à quelque chose de concret, de cliniquement signifiant pour le patient. Donc le petit p à 10 puissance moins 6 ne suffit pas à convaincre une commission. Il faut l'intervalle de confiance de la différence, et il faut que cette différence ait du sens, qu'elle ne soit pas microscopique. Voilà comment la commission épluche les éléments du SMR. Et pour que les choses soient claires et pour éviter les polémiques inutiles, la commission, dans le cadre de la production de sa doctrine il y a quelques années, a expliqué en particulier comment il se pouvait que devant un dossier produit, la commission déclare « le service médical rendu est insuffisant ». Ces conditions ont été listées en sachant qu'une seule de ces conditions suffit pour que la commission dise « le service médical rendu est insuffisant pour le remboursement ». La première condition, c'est justement un effet, une quantité d'effet très minime, au point qu'on se demande si elle a vraiment de l'intérêt. D'autant que, face à cette quantité d'effets minimes, on risque d'avoir des effets indésirables qu'on accepterait contre une quantité d'effets importante, mais qu'on n'acceptera pas dès lors que la quantité d'effets est très minime. Le deuxième point qui a abouti à la production de SMR insuffisants, c'est l'insuffisance du niveau de preuve. Une méthodologie qui ne permet pas véritablement de conclure avec fiabilité à l'existence de la différence qui est produite dans les essais. Ça se discute. La différence est produite, mais il y a de telles faiblesses méthodologiques qu'on doute sur le fait qu'elle soit réelle. Ensuite, on a vu des dossiers en transparence où l'industriel réclamait le remboursement dans une sous-population qui ne correspondait pas véritablement à celle de l'autorisation de mise sur le marché. Forme clinique différente, stade de la maladie différent. Ça, c'est rédhibitoire. La commission veut que la demande de remboursement concerne évidemment la population dite de l'AMM. Encore un autre élément en défaveur du SMR, d'un SMR suffisant, c'est l'absence de place dans la stratégie thérapeutique. Il y a des médicaments pour lesquels on se demande comment les placer dans la stratégie thérapeutique. On ne voit pas bien à quoi ils se borneraient, on ne voit pas bien comment les utiliser dans le cadre de la prise en charge d'une maladie. Ça a été l'objet, l'absence de place dans la stratégie thérapeutique, de très nombreux déremboursements de médicaments antérieurement inscrits sur la liste des médicaments remboursables. Ça a été l'objet de nombreux déremboursements par le passé. Plusieurs centaines de médicaments ont été, à la suite de réévaluation, déremboursés au motif d'absence de place dans la stratégie thérapeutique. Ou bien alors, si je continue la liste des critères qui peuvent aboutir à un SMR insuffisant, ce sont des maladies ou des symptômes qui sont très bénins ou qui sont spontanément curables. Et là encore, est-il bien indispensable de prendre en charge par nos cotisations à l'assurance maladie obligatoire des symptômes ou des maladies qui guérissent spontanément en quelques jours et dont les troubles provoqués ne sont pas très importants. Et puis bien sûr, il y a le fait qu'il y ait des alternatives thérapeutiques. Quand un nouveau médicament pas très brillant se présente dans un contexte où il existe des alternatives thérapeutiques bien connues,
dont les effets indésirables sont parfaitement codifiés du fait du recul dont on dispose. Est-ce qu'il n'y aurait pas une perte de chance pour les patients à prendre le nouveau médicament alors que d'autres médicaments déjà inscrits ont fait la preuve de leur efficacité et de leur bonne tolérance? Et puis, on en parlera plus tard aussi, certaines associations fixes se sont vues refuser un avis favorable au remboursement par la Commission pour des raisons qui sont souvent complexes et parmi lesquelles il y a le fait que, en accumulant plusieurs principes actifs, quelquefois nombreux, dans un comprimé ou dans une gélule, on ne sait plus très bien avec quoi on traite un patient au bout d'un certain nombre de mois ou d'années. Et d'ailleurs, les patients ne savent plus ce qu'ils prennent et certains médecins ont du mal à bien préciser. Et alors, comment peut-on avoir un service médical rendu suffisant? Et comment peut-on espérer être remboursé? Eh bien là, c'est l'inverse. Un seul critère ne suffit pas. Il faut en avoir plusieurs. Parmi ces critères, une démonstration méthodologiquement fiable d'une quantité d'effets utiles. Ça n'a l'air de rien, et c'est ça, finalement, qui va permettre le remboursement. Des critères d'évaluation qui ont été de bons critères. Et la Commission a toujours pris en considération des critères cliniques, des critères de morbimortalité, plutôt que des critères intermédiaires de caractère biochimique ou biologique. Donc il faut bien comprendre que lorsque la démonstration d'efficacité du nouveau médicament a été faite sur un critère ou des critères de morbimortalité, alors l'espoir d'un remboursement est plus important. Joue aussi un rôle ce que nous appelons la transposabilité en vie réelle. C'est-à-dire qu'il faut que la Commission soit persuadée que ce qui a été démontré dans les essais, c'est peu ou prou ce qui se passera une fois le produit commercialisé et remboursé. Non seulement en termes de quantité d'effets, mais aussi en termes de population rejointe par le médicament. Je ne parle plus de population cible, je parle de population rejointe. Il y a, toujours comme élément positif, en contrepoint, en creux ou en plein de ce que j'appelais critères aboutissant parfois à un service médical rendu insuffisant, il y a la place dans la stratégie thérapeutique. Un médicament qui, lorsqu'il arrive, on voit tout de suite quelle sera sa place et sa bonne place dans la prise en charge du patient, c'est un médicament dont la place est faite et qui probablement sera proposé. La gravité de la maladie, bien entendu, mais vous savez ce que j'en ai dit tout à l'heure, à elle seule, ça ne suffit pas. Je veux dire par là qu'un tout petit médicament, à peine efficace dans une maladie grave, bien sûr, on a plutôt envie de le rembourser s'il n'y a pas d'alternative, mais la gravité de la maladie à elle seule ne suffit pas. Et puis, le fait justement qu'il y ait peu ou pas d'alternative. Lorsqu'un médicament arrive et qu'il n'y a pas d'alternative, la Commission considère qu'il y aurait une perte de chance pour les patients de refuser le nouveau médicament. Et donc, l'absence d'alternative, le contraire de la pléthore. Lorsqu'il y a pléthore de médicaments de la même famille, par exemple, ou de familles différentes, on est moins enclin à considérer que le médicament est nécessaire, voire indispensable. Et puis, bien sûr, il y a, à efficacité identique, une meilleure tolérance. Mais il faut être prudent en termes de tolérance parce que c'est une tolérance qui est prétendue. Au moment où on propose l'inscription sur la liste des médicaments remboursables, on n'a pas, je le répète, le recul suffisant pour dire voilà la vraie tolérance en vie réelle du patient. Enfin, dans les critères constitutifs du SMR, il y a l'intérêt de santé publique. Alors, l'intérêt de santé publique, il n'est pas patent pour tous les médicaments et dans toutes les pathologies, puisque certaines pathologies
provoquent un fardeau de santé publique important et d'autres pas du tout. Donc, les éléments constitutifs de l'intérêt de santé publique, c'est bien sûr le besoin de santé publique du médicament, l'impact présumé que ce médicament aura sur la santé des populations, l'impact qu'il aura sur l'organisation du système de soins. Et puis bien sûr, les spécialistes de l'intérêt de santé publique s'intéressent beaucoup à la transposabilité en vie réelle. J'en arrive à la dernière partie, la plus courte de ma présentation. Elle concerne l'amélioration du service médical rendu. Autrement dit, qu'est-ce qui peut faire présumer qu'un nouveau médicament, évalué par la Commission de la transparence, aura une ASMR importante. Alors bien sûr, ça peut être une amélioration en termes d'efficacité ou en termes de tolérance. Ou les deux. Mais ce qui va compter beaucoup, c'est le choix du comparateur. La Commission de la transparence connaît la littérature, elle connaît la thérapeutique, et elle se rend très vite compte si l'industriel, dans le développement de son médicament, a choisi ou non le bon comparateur. D'abord, on aime bien, quoique les choses se mondialisent actuellement et que les médicaments, à peu près tous les médicaments, sont disponibles partout. Et que les stratégies thérapeutiques ne diffèrent pas beaucoup entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Mais toutefois, il arrive que la stratégie thérapeutique ne soit pas la même en Amérique du Nord et en Europe. Si l'industriel a choisi le comparateur considéré comme le meilleur en Amérique du Nord et qui n'est pas celui utilisé couramment en Europe, cela peut poser problème. Enfin, retenez que plus le comparateur aura été choisi comme peu performant, afin de faciliter la mise en évidence de la supériorité du nouveau médicament, plus la Commission considérera cela comme pas très correct. Donc, la discussion, c'est le comparateur. Il est classique de dire qu'il faut prendre comme comparateur le meilleur médicament de référence. Ce n'est pas toujours possible lorsque certains développements de médicaments se chevauchent de 1, 2 ou 3 ans. Mais enfin, sachez que le choix du comparateur n'est pas innocent, il n'est pas anodin et que la Commission considère qu'il faudrait prendre le meilleur. Et du reste, il faudrait le plus possible, quand un médicament est disponible, que le comparateur ne soit pas un placebo. Or, on voit encore beaucoup d'essais de médicaments nouveaux versus placebo, alors qu'il existe des références. La mauvaise plaisanterie consiste à dire que la Commission risque de donner une ASMR versus placebo, ce qui évidemment n'aboutira pas à une fixation du prix intéressante pour l'exploitant. Une bonne ASMR est obtenue si le médicament en vaut la peine, mais lorsque la comparaison qui est proposée a été une comparaison directe, plutôt qu'une comparaison indirecte. S'il y a eu une comparaison tête-à-tête, directe, des deux produits dans un essai, on sait à peu près quel est le meilleur des deux dans cet essai. Mais déclarer, en s'étant comparé à un placebo, que les résultats semblent meilleurs que ceux de la concurrence qui s'est comparée 1 an ou 2 ans avant à un placebo, il ne faut pas croire que la Commission va absorber cette affirmation et la tenir pour fiable. Donc, méfiez-vous, chaque fois que vous produirez une comparaison indirecte, vous saurez que la Commission risque très fortement de diminuer le niveau d'ASMR que vous espériez parce que justement, la démonstration n'a pas été probante. Les critères de comparaison, je n'y reviens pas. Encore une fois, ce sont des critères de morbimortalité essentiellement qu'il faut utiliser. Si vous utilisez un critère biologique de substitution, il faut démontrer que vous ne pouviez pas faire autrement. C'est possible.
Mais les vrais critères de substitution sont, vous le savez, extrêmement rares. Et il faut que la communauté internationale les ait acceptés dans le cadre d'un consensus. Vous pouvez espérer, peut-être, une ASMR 4 avec un produit qui n'est pas meilleur que le comparateur, mais dont la tolérance serait meilleure et aussi peut-être dont le mécanisme d'action est différent. Ce n'est pas une ASMR donnée par la transparence. Les précédents présidents du Comité économique des produits de santé disent que c'est l'ASMR du CEPS. En tout cas, la Commission de la transparence fait toujours savoir au CEPS la chose suivante. Bon, écoutez, nous avons un dossier d'un médicament qui n'est pas meilleur que l'existant, mais comme tous les patients ne sont ni totalement répondeurs aux produits existants, ou totalement tolérants aux produits existants, ce nouveau produit apportant quelque chose grâce à son nouveau ou son différent mécanisme d'action peut-être être utile aux patients non répondeurs ou intolérants. Il appartient au CEPS, dans le cadre de sa négociation directe avec l'industriel, de dire s'il peut récompenser cette situation. L'ASMR, c'est quelque chose, M. Tillet vous l'a dit ce matin, qui ne se donne pas forcément pour toute la population du remboursement. D'abord, le remboursement n'est pas toujours attribué à toute la population de l'AMM. Ensuite, la population du remboursement, eh bien, on l'accepte, mais la Commission est capable de temps en temps de considérer que le produit nouveau n'apporte d'amélioration que pour une sous-population de la population de remboursement. Et donc on peut avoir des ASMR extrêmement ciblés qui sont assez difficiles à traiter ensuite du point de vue du prix au Comité économique des produits de santé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les critères d'ASMR, un bon comparateur, une comparaison directe, de bons critères de morbimortalité, une population qui n'est pas toujours la totalité de la population de remboursement, et pour arriver à conclure dans le domaine de ce que nous appelons les médicaments innovants. Il y a quelques années, les industriels du médicament ont demandé à la Haute Autorité de Santé de favoriser les dossiers des médicaments dits innovants. Ça ne veut pas dire donner des ASMR indus. Ça veut dire permettre d'aller plus vite dans l'évaluation pour que, éventuellement, si innovation il y a, elle puisse être reconnue plus rapidement et le produit mis à disposition des patients plus précocement. Et donc il a été décidé, en accord avec les instances ministérielles, mais aussi avec les industriels, de qualifier certains médicaments innovants, du terme d'innovant, ce qui permet un dépôt précoce du dossier à la Haute Autorité de Santé et par conséquent un rendu d'avis plus rapide. Ce sont des médicaments qui sont déclarés innovants par l'industriel, présumés innovants. Alors que dit la Commission dans sa doctrine? Que considère-t-elle comme un médicament innovant qui va pouvoir bénéficier de ce système d'évaluation plus précoce? Il faut que ce soit une nouvelle modalité de prise en charge de la maladie. C'est un terme très large. Nouvelle modalité, ça peut vouloir dire de l'ambulatoire au lieu de l'hospitalier. Ça peut vouloir dire de la voie orale au lieu de la voie injectable. Différentes possibilités. Mais, nouvelle modalité susceptible, c'est pas ou, c'est et susceptible d'apporter un progrès thérapeutique pertinent. Et enfin, troisièmement, et répondant à un besoin insuffisamment couvert ou encore non couvert. Je vous en parle parce que
ça procède d'une évaluation précoce par le bureau de la Commission de la transparence, mais encore une fois, il ne faut pas s'y tromper, ça n'est pas du tout une assurance que cela se terminera par l'octroi d'un bon niveau d'ASMR. Ça veut dire simplement que si le produit constitue une nouvelle modalité de prise en charge, est susceptible d'apporter un progrès concret et répond à un besoin insuffisamment couvert, alors la Commission de la transparence le verra non pas avec un œil plus favorable, mais le verra plus vite. Et donc, cela ne remet pas en cause les éléments constitutifs de l'ASMR, ni du SMR, dont je vous ai parlé auparavant. Cette doctrine que je vous ai présentée très brièvement, trop brièvement, c'est quelque chose qui est amené à évoluer, mais c'est une chose que les industriels et les politiques ont réclamée à la Haute Autorité de Santé afin que les industriels comprennent mieux les réactions de la Commission, les avis de la Commission et aussi échangent mieux avec eux, en particulier lorsqu'il y a des rencontres, ces rencontres se produisant assez souvent, vous le savez, dans le cadre des auditions, lorsque l'industriel non satisfait du projet d'avis de la Commission fait recours, un recours qui aboutit la plupart du temps à une audition.